un penseur japonais qui est le fondateur de l'éthique samouraï, le fameux livre Agakure, qui veut dire la feuille tombante, chose comme ça, c'est très poétique, hein, le fameux Agakure, qui est un livre à peu près de la Renaissance, de l'époque de la Renaissance, 1600, qui a été écrit dans les années 1600. Il s'appelle Josho Yamamoto. Yamamoto, bien japonais. Alors il dit une chose assez étonnante sur l'amour, ce sera mon point de départ, la citation du jour si vous voulez. Ma conviction est que la forme ultime de l'amour, c'est l'amour secret. Se consumer d'amour tout au long de sa vie, mourir d'amour sans avoir prononcé le nom chéri, là est la véritable signification de l'amour. C'est-à-dire c'est très japonais, c'est très, très épuré. C'est un amour, on dirait ici en Occident, platonique peut-être, mais même plus que ça encore, amour secret. Voilà, éthéré. Voilà le mot, effectivement, éthéré, un amour éthéré. Et c'est vrai, j'allais dire, on a tous connu ce genre d'amour, peut-être pas tous, mais c'est très beau d'avoir ce type d'amour. Mais évidemment, ça ne peut pas remplir une vie, parce que, sauf si on est moine, évidemment. Effectivement, pour le moine. Il est devenu d'ailleurs. Il est devenu moine. Il n'a jamais vécu en couple. Effectivement, peut-être pour un moine, celui qui a fait vœu de chasteté, ce type d'amour peut être une manière de sublimer l'amour, en général, l'amour pour la femme, entre hommes et femmes, l'amour à la reproduction, etc. Ça peut être une manière de sublimer, effectivement, l'amour. De garder un amour secret. Mais on a tous dans le coin de la tête peut-être quelqu'un, une personne qu'on a vraiment aimé, mais on était trop timide, notamment à l'adolescence, où on n'a pas osé déclarer sa flamme. Et c'est vrai que le souvenir de cette personne est très fort, toujours. Jusqu'à la fin de nos jours, j'imagine. Oui, si on est un peu romantique en plus, ça aide aussi. Bon, voilà. Non, je trouve cette phase très belle. Bon, alors, bien sûr, c'était un idéal un peu, comme on dit, inaccessible, difficile en tout cas. Angélique, d'une certaine manière, éthérée, comme la dit madame, qui n'est pas donnée à tout le monde, mais qui est très bon. Alors, j'en viens au sujet, ce petit préambule à travers cette belle citation. Mais cette citation a le mérite déjà de bien planter le décor, si je puis dire, parce qu'on voit tout de suite la différence. Un occidental aurait eu du mal, on ne trouve pas une phrase équivalente en Occident. On a pourtant des grands poètes romantiques, des prêtres amoureux qui n'ont pas consommé l'amour, mais ils n'ont jamais dit une chose pareille. Je me demandais si c'était... Voilà, c'est une phrase typiquement orientale, et je dirais même extrême orientale, qui est un peu extrême d'ailleurs. Hein. Peut-être au Moyen-Âge. Peut-être au Moyen-Âge, oui. L'amour courtois, oui. Mais justement, voilà, il se déclare quand même, l'amour courtois, premièrement, ça s'en rapproche, effectivement. Alors, j'en profite, je parle de l'amour courtois, j'avais prévu d'en parler, j'en parle maintenant du coup, puisque effectivement, ça fait la transition avec cette très belle phrase de Josho Yamamoto. L'amour courtois, effectivement, c'est un amour, on va dire, qui n'est pas forcément consommé, quoique parfois, dans l'amour courtois, les chevaliers déclaraient leur flamme à une femme princesse, une femme mariée, donc ils savaient que cet amour était impossible, mais il y avait parfois une liaison courte, comme dans l'histoire de Lancelot, dans celui-là. Mais après, il fallait se détacher de cet amour et la sublimer un peu à la Yamamoto, et on mourait pour elle, c'est vrai, les chevaliers d'ailleurs mouraient avec plaisir, si je puis dire, pour la femme aimée. Donner leur vie pour la femme aimée, pour la sauver d'une part, ou même pour une cause qui était chère à cette demoiselle, ou à cette dame. On parlait de la dame, finalement, aimée par le chevalier. Donc l'amour courtois se rapproche effectivement de cette forme. Et d'ailleurs, toutes ces formes d'amour en Occident, comme en Orient, on les retrouve un petit peu dans le banquet de Platon, grand dialogue sur l'amour. Je passerai par le banquet de Platon au niveau de mes références occidentales. Puisque Platon va distinguer, et vous le voyez un petit peu dans le préambule, hein, dans le petit texte, je cite les différentes formes d'amour chez Platon. L'éros, bon, c'est l'amour érotique. Éros, c'est pas uniquement le sexe, hein. Le sexe fait partie d'éros, c'est plus large que le sexe. Éros, c'est la fusion des confrères, c'est un dieu très puissant, très paradoxal, puisqu'il est représenté sous forme de chérubin, de bébé. Vous savez, ce petit bébé qu'on appelle Cupidon chez les Romains, qui a son arc et sa flèche. La flèche de l'amour. D'ailleurs, Platon, il fait dire à Socrate, son personnage, que ce dieu est assez singulier, il est très paradoxal parce qu'en même temps il est très puissant et en même temps très vulnérable. C'est un bébé, donc il est vulnérable, il faut le protéger, donc puis en même temps il est aimé par tout le monde, il ouvre toutes les portes, voilà, comme le bébé, le joli bébé qui va toucher les cœurs. Et il est le fils à la fois de Poros, donc c'est le dieu de la richesse, et
fils aussi de Peña, qui est une femme qui représente la pauvreté, et donc il représente un peu les deux extrêmes. L'extrême richesse, l'amour, il n'y a rien de plus riche et plus beau que l'amour, en même temps l'amour est toujours demandeur, il veut toujours plus, on veut toujours aimer plus. Platon présentera l'amour comme un mendiant, enfin, l'amour éros en tout cas, qui est lié au manque, hein, c'est lié au manque, l'être qu'on aime veut s'unir à la notre moitié, comme on dit, quand on est amoureux, avec le coup de foudre, etc. Et cette moitié nous manque. Même d'ailleurs, quand cette moitié est avec nous, on a l'impression qu'on la veut toujours plus. Quand on est très amoureux, elle nous manque toujours. Paradoxalement, même quand la personne qu'on aime est avec nous, elle nous manque encore un peu. Mais bon, ce manque fait partie de l'amour, ce qui permet à l'amour de se renouveler et de continuer, tout simplement. Je dirais même, enfin, bon, pas citer forcément Dorothée et Becbéder dans sa... C'est en même temps humoristique, en même temps très romantique quand même, dans son fameux roman qui donnera un film, L'amour dure 3 ans. Bon, il y a l'idée que l'éros ne dure pas éternellement. Hein. C'est entre guillemets scientifique. Bon, 3 ans, c'est une moyenne en quelque sorte scientifique, c'est ce que dit Becbéder. Parce qu'en même temps, ça peut sembler trop, mais ça peut aussi ressembler non, hein, par rapport à certaines unions d'aujourd'hui. On se dit 3 ans, c'est pas si mal, finalement, non, c'est relatif. Mais il paraît que c'est une sorte de moyenne, bon, statistique. Évidemment, c'est un peu ironique de la part de Becbéder, parce que lui, il s'en fiche, c'est un grand romantique en réalité. Hein. Bon. Si vous avez vu le roman ou vu le film, on pourrait parler de lamentation. Oui, là on est dans l'éros. Ouais. Là on ne sera pas que dans l'éros. Là on est toujours dans l'éros, évidemment. Quand on dit l'amour de 3 ans, c'est l'amour érotique, évidemment. Ouais. Hein. L'amour pour ses enfants, heureusement que ça dure plus que 3 ans. Même si parfois ils perdent la crise d'adolescence, mais on les aime toujours, hein, nos enfants aussi. Ils peuvent être parfois difficiles. Et pareil, les enfants aiment toujours leurs parents, même s'il peut y avoir des conflits. Bon, parfois ça peut être tragique, mais en général, il y a toujours de l'amour. Donc ça c'est l'éros effectivement. Ensuite il y a pour Platon le philia, l'amour philia, qui donnera philanthrope, philharmonique, mais aussi les perversions d'amour, pédophile, etc. Qui donnera le mot philosophie, l'amour de la sagesse. Sophia c'est la sagesse, philia c'est l'amour intellectuel. Et c'est plus qu'un amour simplement intellectuel, c'est l'amitié. C'est l'amour dans l'amitié, voilà. En gros, c'est l'amitié surtout. Mais pour les Grecs, c'était important que notre ami soit quelqu'un de cultivé, quelqu'un qu'on admire pour ses connaissanses, l'idéal philosophique des Grecs, de Platon. Donc l'amour philia. Et enfin, l'amour agapé, c'est l'amour altruiste, l'amour du prochain, c'est l'amour chrétien, religieux en général, chrétien en particulier. Aime ton prochain comme toi-même, voilà. C'est l'amour, ça donnera aussi l'amour de l'humanité. On pourrait rajouter d'autres formes, mais ça c'est les principales. Bon. Puisque les bouddhistes vont beaucoup parler de la compassion. Mais la compassion, pour moi, on peut la rattacher quand même à l'agapé. On aime son prochain parce qu'on a pitié de lui ou parce qu'on a de l'empathie pour lui. Le mot pitié a été dévalorisé. On en parlait beaucoup à l'époque. On a de la compassion pour lui. Pourquoi on aime l'humanité? C'est parce que quelque part, on a de la compassion pour elle. On voit des gens qui souffrent. Bon, on va accueillir des réfugiés, des immigrants. On ne les aime pas comme ça forcément, mais on fait un effort. On apprend à les aimer parce que leur situation est terrible. On essaie de faire un effort, si on est humain. Ça, c'est l'agapé. Donc effectivement, c'est intéressant de prendre en compte ces 3 dimensions de l'amour pour voir les différences entre l'Occident et l'Orient. Et je dirais que d'une certaine manière, ce qui va différencier l'amour en Occident et en Orient, alors il y a plusieurs différences, ça peut être assez paradoxal d'ailleurs, c'est assez complexe, d'autant plus qu'il y a plusieurs Occidents, c'est pas la même chose en Europe qu'aux États-Unis par exemple, et puis surtout plusieurs Orients, c'est pas la même chose entre l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, etc. L'extrême-orient, le Moyen-Orient, c'est encore tout à fait différent. Donc c'est plus complexe encore dans l'Orient. Moi je vais surtout m'intéresser plutôt au bouddhisme d'une part, donc une philosophie qui vient d'Inde, une réforme de l'hindouisme, avec notamment la compassion en Orient, et puis le taoïsme et le confucianisme. La pensée chinoise, qui est aussi la pensée qu'on retrouve en Corée, dans pratiquement l'Asie du Sud-Est. Donc ce qu'on appelle la pensée chinoise avec le confucianisme et le taoïsme. Voilà les 3 pôles que je prendrai en Orient. Je laisserai pour aujourd'hui de côté le Moyen-Orient, parce que c'est encore différent, basé sur l'islam. Je prends plutôt l'Orient au sens de l'Extrême-Orient, on va dire, et de l'Inde. Et l'Occident, bon, en gros, quand même, les différences ne sont pas énormes. Là, c'est plus homogène, on va dire. L'amour en Occident, c'est quand même un peu plus homogène. Évidemment, mon exemple principal sera la France, puisque la France est encore un pays, bon, même si on peut regretter que ça
ça disparaisse, en tout cas que ça soit moins mis en avant, mais qui a la réputation d'être très romantique et porté sur les choses de l'amour. Par exemple, les Anglais, c'est bien connu, quand ils nous battaient à la guerre à l'époque, hein, les guerres, guerre napoléonienne, mais même déjà avant, on avait ce discours souvent des Anglais qui disaient, ils nous prenaient un peu de haut en disant oui, ben, eux, les Français, ils préfèrent les choses de l'amour, notamment. C'est pour ça d'ailleurs, petite plaisanterie au passage, pourquoi ils nous appellent les grenouilles, les frogs, c'est pas seulement parce qu'on mange les grenouilles, c'est ce qu'on dit pour botter en touche un petit peu. Eux, ça les dégoûte hein, de manger des cuisses de grenouilles, bon, c'est pas leur truc. Donc, oui, effectivement, on mange parfois des cuisses de grenouilles en France, on n'est pas les seuls, les Chinois aussi d'ailleurs. En Corée aussi, au Japon, je crois aussi, on aime bien les cuisses de grenouilles de temps en temps. Bon, mais parce que la grenouille est réputée pour être un animal particulièrement accro au sexe, quoi, qui reste très longtemps dans la population. Donc c'est voilà la réalité, ce que les Anglais pensent de nous. Pas d'anglais ici, après. Je savais pas que c'était la raison, c'est la raison. Ah oui, évidemment, c'est la raison. Si on va faire des recherches, voilà. Évidemment, c'est du non-dit un petit peu. Voilà. C'est flatteur. La raison, voilà, c'est assez trivial, hein, c'est ça, en fait. C'est connu, hein, donc, tous ceux qui connaissent un petit peu leur classique de biologie, d'études des animaux, la batrologie, si je puis dire, des batraciens. Ils font beaucoup de bruit, d'ailleurs, ce sont des abois. On peut les empêcher de dormir. Les coassements. Ah oui, les coassements. Non, c'est les coassements. Les coassements. Les coassements, c'est les coassements. C'est les coassements. Non, les coassements. Les coassements de grenouilles. C'est les petits crapaud. Ouais. Enfin bref, refermons cette parenthèse animalière, qui avait son intérêt. Donc, je dirais la première différence. En Occident, on va exalter dans la littérature, dans la mythologie, dans les romans, en général, surtout quand même l'amour romantique, l'éros, avec bien sûr un peu d'agapé mélangé, un peu de philia, mais quand même la passion amoureuse, ce qu'on appelle la passion, l'amour-passion surtout. On le voit dans les romans, et même d'une certaine manière, si vous prenez la religion chrétienne par excellence, le christianisme, il y a l'idée de la passion du Christ. Certes, c'est une passion qui n'est pas une passion au sens de l'éros, c'est une passion d'amour agapé, amour de l'humanité, mais il y a quand même le mot passion qui est très fort, qui veut dire d'ailleurs pâtior en souffrir. latin, dire subir, souffrir, voilà, souffrir, donc il y a la souffrance, mais on souffre par amour pour l'humanité, et en même temps, les psychanalystes comme Reich ont vu qu'il y avait quand même une dimension, ou même Freud, en disant bah, finalement le Christ c'est quelqu'un qui a réussi sa sublimation amoureuse. Il s'est privé officiellement de relations sexuelles et il a sublimé son amour, son manque d'amour, parce qu'on a tous besoin de cet amour-là, d'après Freud, dans l'amour de l'humanité. C'est l'exemple type de la sublimation de Freud, je parle un peu de Freud aussi. C'est assez bien trouvé de la part de Freud, qui a la subtilité pour un athée de ne pas dire que la religion c'est forcément de la superstition, etc. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est les religieux, il admire les religieux, ils ont été capables de donner un sens noble, valorisé moralement à leur sexualité. C'est la fameuse théorie de la sublimation. Ça c'est très occidental, on aime bien effectivement sublimer l'amour, on a beaucoup d'histoires. On parlait de l'amour courtois tout à l'heure, effectivement, où le héros ou la héroïne, la comtesse de Clèves, etc., va sacrifier un amour charnel pour effectivement le sublimer. On a des histoires effectivement de quand un amour est déçu, le personnage masculin ou féminin rentre dans les ordres, donc pour se consoler de la femme ou de l'homme perdu, le héros va aimer Dieu finalement, alors, se consacrer à l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, si vous prenez la tradition de Thérèse de Lisieux, la tradition des carmélites, vous avez les carmélites se donnent littéralement au Christ, spirituellement. Elles sont couchées en position... La fiancée du Christ. Les fiancées du Christ, voilà. Elles sont en quelque sorte fécondées spirituellement, bien sûr, par le Christ. Il faut savoir aussi, alors là je suis un peu dans des références apocryphes, dans l'évangile de Marie-Madeleine, que certains ont vu comme la fiancée du Christ, notamment le fameux Dan Brown dans son Code d'amitié, mais il n'est pas le seul, hein, et puis c'est beaucoup plus ancien que ça. C'est une idée qui fait son chemin d'ailleurs dans certains lieux chrétiens, autorisés même. Hein. C'est un débat aujourd'hui. Marie-Madeleine, dans son évangile, elle raconte que
explicitement, elle embrasse Jésus sur la bouche. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en couple. C'est simplement, elle explique que c'est pour faire passer l'esprit. D'ailleurs, il y a une tradition orthodoxe chez les Russes, dans un intermédiaire entre l'Occident et l'Orient, si on peut dire, avec les Russes. Ils s'embrassent sur la bouche, alors c'est pas le baiser profond, c'est bon, même les chefs d'État à l'époque, hein, ça lui faisait sourire, Brejnev, etc. Embrasser son camarade sur la bouche. C'est une tradition orthodoxe en réalité. C'est quand même un peu paradoxal que cette pratique elle était plus popularisée peut-être à l'époque où ils étaient communistes. On voit moins s'embrasser que sur la bouche. Poutine, on n'a pas trop vu son opinion sur les homosexuels. Je pense qu'il évite. Alors que paradoxalement, vous voyez, ce sont les athées, les soviétiques donc, qui ont maintenu cette tradition, cette belle tradition, de certaine manière, on peut le dire, faire passer l'énergie par le souffle vital. Et puis, si vous êtes un peu lecteur des vieux romans du Moyen-Âge, justement, Tristan et Iseux, Chrétien de Troyes, le Chevalier de la Table Ronde, vous avez cette tradition. Iseux va embrasser la première fois Tristan quand elle va le sauver, mais parce qu'il était l'ennemi, qui représentait les Cornouailles, elle, l'Irlande, elle lui pardonne d'être l'ennemi. Donc, c'est le début de leur grande histoire d'amour, mais au début, c'est juste un acte de pardon, le baiser. Après, ça deviendra, en Occident, c'est l'Occident qui va populariser, et notamment le cinéma américain, Hollywood, qui va populariser le baiser. Il faut savoir qu'en Asie, on s'embrassait très peu. C'est venu très tardivement, hein, le baiser. Et même aujourd'hui, on voit beaucoup moins de couples qui s'embrassent en Asie qu'en Europe. Même en privé? Non, en privé, je pense que c'est différent. Mais je sais pas. Je pense que ça serait intéressant. Alors là, la question, elle est difficile parce que je ne sais pas exactement, mais je crois que même dans le privé, avant l'avènement du baiser par Hollywood, je pense qu'ils le faisaient moins. Ça ne fait pas partie de leur culture, leur tradition. En tout cas, publiquement, oui, beaucoup moins. Même encore aujourd'hui. Pourtant, c'est un peu ce qui va ressortir de mon exposé. C'est vrai qu'il y a une sorte de... On va vers la synthèse entre l'Orient et l'Occident. On va peut-être... Les Orientaux s'occidentalisent beaucoup, surtout en matière d'amour. Ils sont beaucoup moins prudes qu'à un certain moment donné, etc. Donc, ils ont beaucoup changé, évolué, avec le droit des femmes aussi, parce qu'on avait beaucoup d'autorisation pour les hommes, partout, et moins pour les femmes. Et l'Occident s'intéresse aussi aux pratiques asiatiques, à la compassion bouddhiste, et relativise un petit peu l'éros. Finalement, vous avez même des mouvements en Occident, notamment aux États-Unis, des mouvements no-sex, par exemple. Surtout, ça n'a rien de religieux, hein, c'est que des gens qui ne s'y intéressent pas, qui ne s'intéressent pas à la chose. Tout existe de toute façon, bon. Et qui le revendiquent, comme à l'américaine, on est bien revendiqué. Alors, en France, ça n'a pas trop pris un mouvement. Ça, c'est pas forcément une surprise. Mais de ce point de vue, on est très différent des Américains. L'Occident n'est pas non plus monolithique. Et d'ailleurs, puisque je parlais de Freud, je vais encore rester un petit peu à Freud, hein, le père de la psychanalyse, du coup, parler d'amour, notamment d'amour sexuel surtout. Enfin, pour lui, tout part de l'éros, hein, que ce soit l'amour religieux, l'amour intellectuel, l'amour scientifique, etc. C'est toujours une sublimation de l'éros. Mais on a été peut-être injuste avec Freud quand on lui a reproché de voir du sexe partout. Et pourtant, il a essayé de se défendre et on voit que ce qu'on veut voir finalement. Quand il parle d'éros, il explique bien que c'est pas que le sexe en tant que tel. C'est la tendresse, c'est plein de choses qui tournent autour du sexe. Et voilà. On peut avoir une relation érotique très forte juste par des mots, par des lettres, hein, par exemple. C'est plus subtil que ça. Et donc, pour Freud, le malaise, le fameux malaise dans la civilisation en Occident, je reste encore un peu en Occident avant de passer plus à l'Orient, vient d'un manque amoureux, bien sûr d'un manque sexuel, mais pas seulement d'un manque affectif, les relations sont trop froides, et puis aussi d'un grand déséquilibre entre hommes et femmes. Parce que comme je le disais, la société occidentale va commencer à permettre pas mal de choses aux hommes qu'elle ne permettra pas aux femmes. D'où les revendications des féministes, à juste titre, d'une égalité aussi à ce niveau-là. Pas seulement une égalité de droit sur le plan économique, etc., ce qui n'est pas encore tout à fait acquis d'ailleurs, mais aussi une égalité sexuelle. Les mêmes droits au plaisir, etc. Dans ce domaine-là, il y a une régression dans les temps modernes, puisque Montaigne déjà, à la Renaissance, prônait une parfaite égalité de droit entre l'homme et la femme et réclamait le droit au plaisir pour la femme aussi. Lui qui était pourtant un chrétien, mais un grand humaniste, voilà. Et après, il y a eu une régression effectivement pour la femme.
suffit de voir les romans du siècle, Madame Bovary, qui est quasiment acculée, poussée au suicide, parce que c'est la femme adultère, elle est mal vue par tout le monde la montre du doigt, etc. Elle a des dettes en plus. Alors que l'homme, à la limite, vous savez, aujourd'hui encore, sur toutes les entrées, qui a la peau dure. La peau dure, voilà, cherchez le mot, la peau dure. L'homme qui va séduire une femme, on dira c'est un séducteur, sera plutôt valorisé. La femme, on aura des termes peut-être moins élogieux pour elle, même encore aujourd'hui, je pense. Mais bon. Passons maintenant à l'Orient. Alors la grande différence, je ferai la transition. La grande différence entre l'Orient et l'Occident, c'est déjà une différence d'orientation. Je dirais que, j'en ai assez parlé, l'éros, c'est un amour horizontal, entre hommes et femmes. Une ligne horizontale, qui fait des enfants, mais simplement l'amour qui est privilégié en Occident, c'est plutôt un amour horizontal, entre hommes et femmes, un amour conjugal. Alors qu'en Asie, on va beaucoup mettre l'accent, et là surtout en Extrême-Orient, dans le confucianisme notamment, on va mettre l'accent, mais c'est une tradition qui est commune à toute l'Asie, on va mettre l'accent sur l'amour vertical, entre parents et enfants. La piété filiale est une vertu centrale, même absolue, dans le confucianisme. Les enfants doivent respect à leurs parents, doivent les aimer, c'est un devoir de les aimer, les parents aussi bien sûr, mais c'est d'abord le respect des enfants pour les parents, et ensuite les parents bien sûr doivent être des bons parents, responsables, etc. La ligne verticale est très importante en Asie. Et d'ailleurs, le mariage, du mariage c'est très différent, dans la vision asiatique, confucienne en tout cas, le mariage est fait pour avoir des enfants. C'est pratique, qui existe aussi en Occident, mais très développé en Chine notamment. La femme stérile, malheureusement pour elle, pouvait être répudiée par son mari et une autre femme qui pouvait lui donner des enfants. Et donc on a de très belles histoires dans le folklore asiatique, notamment la belle histoire de Chungyong, c'est la Corée. Il y a un très bel opéra, j'étais allé voir, un opéra moderne avec cette histoire de Chungyong, cette jeune femme qui veut que son père est aveugle, c'est terrible, elle est très belle, il ne voit pas sa beauté, elle est prête à se sacrifier. Alors c'est paradoxal parce que si elle va jusqu'au bout du sacrifice, jusqu'à la mort, son père n'aura rien gagné. Sa fille sera morte, et même s'il voit du beau, pour lui ça serait encore pire. Donc l'histoire est très belle, elle est prête même à mourir pour son père, qui retrouve ses yeux, et finalement, lors d'une tempête, elle se jette à l'eau. Elle se jette à l'eau, et elle est sauvée miraculeusement par la déesse de la mer, la déesse coréenne de la mer, qui s'appelle Matsu, la déesse Matsu, qui est une déesse de compassion, et finalement elle peut retrouver son père, il va retrouver la bûche, je ne pense pas dans les de l'histoire, ce serait trop long. Très belle histoire, mais c'est un bel exemple, je trouve, de piété filiale, d'une fille qui aime son père, il retrouve la vue, il voit à quel point elle est belle. Tu connais l'origine Ça s'appelle Chungyong, c'est l'histoire de Chungyong. On a un peu le même thème dans La Belle et la Bête. Oui, finalement, oui, on a des choses qui ressemblent, c'est vrai. C'est vrai. On a plus développé ça en Asie, mais on a aussi ça. En réalité, on a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin. Il y a des choses très asiatiques en Occident, il y a des histoires qui ressemblent à cette histoire en Occident, tout comme en Corée, on a de très belles histoires d'amour, on a au Japon, de passion amoureuse. Ne soyons pas manichéens, hein, il y a toujours, comme on dit, le yin dans le yang et le yang dans le yin. Là, c'est plutôt pour donner les grands courants, ce qui est plus à la mode, ce qui a été plus valorisé. Du coup, cette différence entre verticalité et horizontalité, on la retrouve aussi dans une différence de la conception des relations entre le mariage, l'amour et le sexe. Ce sont trois choses différentes. Le coup de force, certains diraient de génie, alors moi je ne veux pas non plus être trop dans la la critique ou l'exaltation, il y a le pour et le contre, mais le modèle, le mariage quand même occidental, chrétien notamment, c'est une invention de Paul, pas du Christ, hein, c'est de Paul, grand penseur, grand philosophe. Et Paul a voulu, en quelque sorte, il y a cette phrase un peu terrible de Paul qui dit que finalement, si vous brûlez trop de désir pour l'autre sexe, je parlais surtout pour les hommes à l'époque, donc si vous brûlez trop de désir pour les femmes, mariez-vous, mais le mieux c'est que vous n'avez pas besoin de ça, que vous viviez comme des anges, c'est-à-dire sans sexualité. On ne sait rien, est-ce que les anges, maintenant, n'ont pas de sexualité? C'est une autre question. On ne sait pas. Si on sait des anges, on ne sait pas, c'est un grand mystère. Ça existe, c'est une autre question. Il faut aller au café d'Esta pour parler des anges, il y a déjà eu une séance d'angélologie, une nouvelle séance des anges. Bon. Ça j'en sais rien, mais bon, boutade, en tout cas, oui, cette idée que le mariage est un pis-aller par rapport à la chasteté, déjà, et que dans le mariage doit intégrer à la fois l'amour,
c'est le lieu privilégié de l'amour et de la sexualité. Donc, pour le meilleur comme pour le pire, comme on dit, le mariage, et aussi pour cette doctrine, bon, on voit que le mariage est un peu mal en point aujourd'hui en Occident. Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions? Est-ce que de vouloir absolument rassembler mariage, sexe, sexualité et amour, est-ce que c'est pas trop gourmand quelque part? Est-ce que c'est pas une utopie? Voilà. Je peux poser la question, moi je pose juste la question, je ne réponds pas, après, vous pouvez y répondre dans le débat, je laisse la question ouverte. En tout cas, c'est un fait qu'on a voulu, le christianisme a imposé un peu cet idéal du mariage qui intègre à la fois sexualité et amour. Mais en Asie, c'est vraiment différent dans le couple? Ah ben, il y a le mariage, mais alors c'est différent, et justement, C'est-à-dire? Et ben, dans le confucianisme, c'est quand même assez différent. Il y a l'idée que le mariage est un contrat, avant tout. C'est l'alliance entre des familles. Il y avait un peu ça aussi en Occident, c'est vrai. Mais ça, on ne l'a pas dans le christianisme. Ça, on l'a plutôt dans des traditions païennes qui ressemblent plus aux traditions asiatiques, justement. On a ça en Occident, mais ça vient du paganisme, ça ne vient pas du christianisme. Le christianisme a voulu abolir cette dimension-là, qu'on retrouve justement en Asie, dans le chamanisme, mais aussi dans le confucianisme. Dans le confucianisme, c'est un peu plus clairement énoncé, d'une certaine manière. Dans le confucianisme, il y a l'idée que le mariage est un contrat. D'ailleurs, d'où la pratique des mariages arrangés, encore aujourd'hui dans les campagnes chinoises d'ailleurs. Les mariages arrangés, il y en a toujours eu aussi en Occident. Et en Asie, c'est resté une tradition qui a continué plus longtemps, avec l'idée que le mariage, c'est donc ces deux familles qui s'allient. C'était ça aussi pour les rois de France, etc., faire des alliances. Et là, c'est quand même plus marqué en Asie, enfin en tout cas en Chine, le mariage confucien. Et l'amour et le sexe, c'est pas encore la même chose, mais là pour simplifier, on va dire l'amour éros, en tout cas, c'est autre chose, et au détriment évidemment de la femme, dans la Chine ancienne, l'homme, à partir du moment où il avait quand même les moyens, l'aristocrate, qui sont des paysans, on leur posait pas la question, le travail est dur, de toute façon les questions d'amour c'était secondaire, c'était pour faire des enfants essentiellement. Bon. Voilà. Donc les aristocrates, c'était accepté qu'ils aient des concubines, voilà. Une concubine, voire plusieurs. Les empereurs en avaient parfois plus qu'un mille, d'ailleurs, les empereurs chinois. On voit ça dans épouse et concubine, sur un empereur chinois jusqu'à lequel, qui avait jusqu'à 2000 concubines. Ah non, c'est juste pour le fait qu'il est un dieu, qui est le fils du ciel. Quoi. Parce que, à mon avis, il ne devait même pas toutes les connaître, j'imagine. Sûrement, oui. Ouais, certainement. D'autant plus que souvent, les empereurs, pas tous, mais certains avaient beau avoir de grands harems, mais leur orientation privilégiée, c'était l'homosexualité, comme pas mal de nos rois de France en réalité. Ça ressort beaucoup aujourd'hui, mais ils avaient leur mignon, bien sûr. Donc ça c'est encore une autre question, que je n'aborderai pas directement, évidemment, on peut aujourd'hui dans le débat s'il y est. Donc c'est différent parce qu'on va séparer. En Asie, vous voyez, il y a un paradoxe, on a plutôt l'impression que l'Asie va préférer l'esprit. L'Asie serait plutôt dans l'esprit de synthèse, au niveau intellectuel, on va faire des grandes synthèses, on va rassembler les choses, alors que l'Occident va plutôt séparer les choses. Là il y a un paradoxe très intéressant à questionner peut-être. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Descartes qui sépare l'esprit et le corps, alors que Confucius il dit l'esprit c'est l'ombre du corps par exemple, il est dans une vision militaire plutôt de l'esprit et du corps, etc. Et pour l'amour c'est le contraire, l'Occident veut plutôt l'unité, la forcer peut-être un peu à travers le christianisme, à travers Paul notamment, mariage et sexualité réunis dans une seule chose, d'où l'idée effectivement du péché, de l'adultère, etc. Alors que dans la Chine confucienne c'est différent. Les plus grandes histoires d'amour se vivent hors mariage, dans l'histoire, les grands romans chinois de l'époque, c'est ça, très belle histoire d'amour, mais qui sont, que nous ici en Occident, enfin à l'aune du christianisme, on jugerait l'adultère. Et à ce jour, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, c'est difficile à dire, parce qu'aujourd'hui c'est une bonne question. Parce que c'est trop récent, on n'a pas le recul, il faudrait voir les psychologues, moi je ne connais pas exactement, mais c'est vrai que ça reste un peu dans les consciences, inconsciemment, ça reste quand même un peu. Mais c'est plus comme ça, puisque dans les législations des pays asiatiques, que ce soit la Chine ou tous les pays d'Asie, il y a l'égalité des hommes et des femmes qui sont reconnus, donc ce n'est plus possible, plus de la manière, mais d'une manière peut-être indirecte, implicite, peut-être qu'il y a un peu cette tendance, à mon avis, à plus séparer les choses, en Asie toujours qu'en Occident. Il y a les bons côtés dans la séparation, les mauvais côtés, tout comme il y a les bons côtés de la vision unitaire. Disons que la vision unitaire, je dirais, si ça se passe bien, elle est plus belle, parce que tout se fait en une seule chose, c'est l'amour absolu, c'est plus idéal, mais les Asiatiques sont plus pragmatiques.
Donc en Asie, les hommes mariés ont des maîtresses. Pas tous, mais disons que c'est aussi, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ceci dit, je dirais que là, de ce point de vue-là, la France ressemble un peu plus à l'Asie, la Chine, que les États-Unis, que les pays anglo-saxons, où là, on est quand même resté, on va dire, assez puritain. En France, c'est beaucoup plus passé un petit peu dans les mœurs, quoi. C'est un peu différent. Il y a un côté parfois un peu chinois chez les Français, effectivement, le système des grandes écoles, c'est le mandarinat, la c'est de la Chine. Bon. De ce point de vue-là, oui, vous voyez, des paradoxes. Mais je trouve qu'en même temps, bon, ce côté, cette séparation, alors effectivement, d'un point de vue romantique, on peut se dire c'est un peu dommage de séparer les choses, mais c'est plus pragmatique, c'est plus réaliste peut-être. Et bon, après, il n'y a pas de règle, je veux dire, l'amour de toute façon c'est très compliqué, il n'y a pas de règle idéale. Voilà, moi c'est juste pour vous présenter les choses, et peut-être que pour notre réflexion, c'est pas mal d'avoir ces deux visions, se dire peut-être que pour certaines personnes, le modèle occidental sera plus approprié, pour d'autres, ce sera le modèle oriental, qu'on soit occidental ou oriental d'ailleurs, ou alors il y a des périodes de la vie, etc., selon les tempéraments de chacun, tout ça c'est très complexe. Mais il y a cette idée, effectivement, qu'en Asie, en Orient, on aime peut-être autrement, parce qu'on ne va pas tout miser autant en tout cas sur l'amour passionnel. Vous savez que quand même au XIXe siècle, il y avait des vagues de suicides terribles. Il suffisait de lire un beau roman d'amour, Werther, hein, Les souffrances du jeune Werther de Goethe, ça a fait énormément de morts. Hein. Il y a eu une épidémie de suicide. Hein, parce que tous les jeunes gens qui étaient dans un amour impossible, Dieu sait s'il y en avait à l'époque, hein, s'ils aimaient une bergère et qu'ils étaient aristocrates, ou au contraire, c'était pas possible en général, ils se mettaient une balle dans la tête comme Werther. Hein. Il y a eu plein de suicides. Alors qu'en Asie, on va davantage, surtout au Japon, les suicides seront rarement des suicides pour des raisons d'amour déçu. Ce sera plutôt de l'honneur, quand l'honneur est bafoué, comme chez les samouraïs, ou même aujourd'hui en Chine, et pas mal aussi en Corée, enfin même beaucoup en Corée, il y a des jeunes malheureusement qui se suicident parce qu'ils ont échoué dans leurs examens. Les parents sont beaucoup sacrifiés en général pour leurs études, qui coûtent cher et qui veulent vraiment que les enfants réussissent. Donc les enfants se sentent très coupables vis-à-vis de leur échec et ils ont tendance à prendre sur eux, malheureusement dans certains cas. Mais il paraît qu'en Corée du Sud, on a pris le problème très au sérieux, le gouvernement, les psychologues, ça va mieux. On a vraiment, et puis on essaye de moins remplir les emplois du temps, etc. C'est assez... Bon. Il y a un désir de réussite. Là, on est toujours dans la même logique de la piété filiale. On veut faire plaisir à ses parents, on fait tout pour ses parents, donc parfois ça peut être trop aussi. Alors qu'en Occident, au contraire, ce qui peut choquer les Orientaux, alors nous les Occidentaux, c'est vrai qu'on peut être choqués par d'apprendre que des jeunes se suicident parce qu'ils ont raté leurs examens. Parfois, nos élèves vont se dire, on aimerait bien, parfois, en rigolant, je leur dis, mais ne faites pas, que vous soyez un petit peu plus quand même, vous rapprocher sans aller trop loin non plus, mais que vous soyez un peu plus sérieux dans vos études, comme vos petits camarades asiatiques, parce que parfois, on a l'impression qu'ils peuvent se... Voilà, ils ont qu'un sentiment d'urgence par rapport à leurs études, on est peut-être dans l'extrême inverse. Et puis, ce qu'il y a aussi, ce qui peut être choquant pour des Asiatiques, c'est la manière dont on traite nos personnes âgées. On l'a vu lors de la canicule de 2003, cet été, on a pris les devants, il n'y a pas eu trop de décès à cause de la canicule, de personnes âgées qu'on avait oubliées, ou même la facilité à laquelle on divorce malgré le fait d'avoir des enfants, alors qu'en Asie, on va plutôt tout faire pour les enfants. On va avoir une double vie, mais on ne va pas divorcer, moins divorcer, alors qu'il n'y a plus rien qui se passe dans le couple, mais pour protéger les enfants. Ça, c'est quand même tout à fait louable en Asie, je trouve. En Occident, on est dans une vision peut-être trop horizontale, finalement, les enfants, on est content de les avoir, puis après, finalement, on est assez égoïste quelque part, quand même, parfois. Bon. Et de ce point de vue-là, le modèle asiatique serait plutôt exemplaire. Respect des personnes âgées, des enfants, et toujours cet amour plus vertical, moins horizontal. Nous devrions peut-être verticaliser notre amour. Eux, les Asiatiques sont en train de l'horizontaliser, hein. Ils ont beaucoup imité à ce niveau-là, mais à nous aussi de faire l'effort dans l'autre sens, peut-être en Occident. Enfin, une troisième voie, alors là j'en arrive plutôt à... Parce que l'amour vertical, je le mettrais un peu dans la filia. On peut faire un jeu de mots, ça s'écrit PH, mais filia, qui était filial, oui. Dans filia, il y a l'idée de filiation, parce qu'il y a quand même la relation de maître à disciple. Pour Platon, c'est très clair. L'élève doit aimer son professeur, le disciple aime son maître, il est prêt à mourir pour lui, on voit ça dans les Bruce Lee, hein, les films d'arts martiaux.
Bruce Lee qui va venger son maître parce qu'il a été assassiné par des mafiosos. Bon, alors, bon, c'est terrible, hein, mais c'est touchant quand même de voir à quel point il aime son maître. Son maître est tout pour lui. C'est même presque plus que son propre père ou sa propre mère. Et ça, c'est très asiatique aussi. Les relations, moi j'ai été touché, j'ai pas mal d'élèves asiatiques, des élèves chinois me souhaitaient, c'est en septembre, dans cette période-là, ça coïncide à peu près avec la fête des moissons d'ailleurs, vous avez la fête des professeurs et les élèves chinois m'ont envoyé un mail pour me souhaiter bonne fête des professeurs, monsieur. Parce qu'aucun autre élève occidental ne ferait. Quoi. Bah, ils ne savent même pas qu'il y a une fête des professeurs. Mais ça, je trouve que c'est bien. Qui est un côté, l'enseignement est une structure familiale aussi. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, aussi qu'ils apprennent mieux. Les Asiatiques ont tellement plus de succès partout à l'étranger, ceux qui sont venus aux États-Unis, dans toutes les grandes universités, il y a une surreprésentation d'Asiatiques. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais c'est tout simplement, je pense, parce qu'ils ont une meilleure structure familiale qui les pousse plus à travailler, une structure familiale plus sécuritaire en quelque sorte et qui les aide à mieux travailler, puis plus d'investissement, y compris financier. Les parents vont payer les études des enfants, ils n'ont pas pu travailler tout simplement, aussi. Il y a aussi ça, hein, ils font moins des petits boulots que les autres, parce que les parents veulent qu'ils réussissent. Bon, c'est surtout ça, à mon avis, qui explique leur succès plus grand. Enfin, le bouddhisme, là on serait plutôt dans l'agapé, l'amour du prochain, mais une vision bouddhiste, moi, qui me semble très intéressante, et je terminerai là-dessus, par rapport à la vision chrétienne, qui peut avoir quelque chose parfois d'un petit peu, et c'est peut-être pour ça qu'elle est en crise, cette vision de devoir d'aimer. Vous voyez, c'est un peu cette idée qui peut gêner. Aime ton prochain comme toi-même, c'est un commandement. Alors, effectivement, on peut l'expliquer, comme le fait très bien Kierkegaard, un grand penseur chrétien, qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre, c'est parce que les hommes n'étaient pas capables de s'aimer que Jésus était obligé de leur donner ce commandement d'aimer. Aimez-vous les uns les autres. L'amour ne se commande pas, effectivement. L'amour du prochain, bon, la fameuse phrase du Christ, quand on te frappe une joue tant l'autre joue, bon, les commentateurs ont du mal avec ça. Ils n'ont pas compris non plus qu'il fallait remettre cette phrase dans son contexte. C'était par rapport à l'ennemi romain, pour ne pas provoquer, parce que sinon il faisait massacrer tout simplement. Jésus avait aussi beaucoup de sagesse, enfin c'est mon interprétation, hein, il n'engage que moi, puisque Jésus lui-même, c'était pas un mou, d'ailleurs il s'est mis en colère contre les marchands du temple, hein, il pouvait être violent s'il le fallait. J'imagine pas le Christ comme quelqu'un qui est juste fleur bleue, un peu comme la reprise hippie du Christ, hein, peace and love, c'est tout à fait ça. Même si j'ai rien contre le peace and love, hein, évidemment, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même à mon avis. Donc le bouddhisme, je trouve que c'est la force du bouddhisme, alors ça existe aussi dans le christianisme encore une fois, hein, c'est la compassion, mais le mot pitié effectivement est un mot qui a mal vieilli si je puis dire. On parlait beaucoup de pitié, Schopenhauer fait de la pitié le fondement même de la morale, Rousseau aussi, beaucoup de grands philosophes occidentaux. Les bouddhistes parlent de compassion, c'est-à-dire on souffre avec, hein, comme on peut prendre l'étymologie, patio, la souffrance, souffrir avec l'autre, on va aimer l'autre parce qu'on voit qu'il souffre. Ça c'est la force du bouddhisme. C'est plus facile d'aller vers l'autre si on s'imagine, même si apparemment il ne souffre pas, évidemment quand il souffre, on l'aide plus facilement. On va aider, il y a quelqu'un qui a un problème, qui nous demande quelque chose, la plupart, 99% des gens vont l'aider. Si c'est pas trop difficile, après s'il y a un problème médical, alors on ne saura peut-être pas aider, on voudra aider, on ne saura pas quoi faire. Mais on veut aider toujours. Quelqu'un qui demande une direction, même si vous êtes pressé, vous allez lui expliquer avec le sourire, enfin à moi, peut-être pas, mais la plupart des gens quand même, en tout cas moi je n'ai jamais eu à reprocher à qui que ce soit de ne pas être poli, de ne pas m'expliquer les choses correctement, après une manière de demander peut-être aussi, etc. Bon, mais les gens veulent aider. Le problème c'est que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a l'air d'aller bien, parce qu'il va cacher peut-être son mal-être dans une forme d'arrogance, ben là on va lui rentrer dedans, effectivement on risque d'être dur avec lui, alors qu'en réalité son arrogance, ça ne serait qu'un masque. C'est ce que disent très bien les bouddhistes. Il faut imaginer, même si on n'est pas sûr, tout le monde souffre de toute façon, tout le monde a souffert, tout le monde souffre, la vie est souffrance, pas que, heureusement, c'est l'enseignement du bouddhisme. Si vous arrivez à imaginer que la personne souffre, imaginez même des souffrances, vous imaginez peut-être que cette personne, si elle n'est pas sympa, c'est qu'elle souffre, vous allez pouvoir peut-être un peu être plus gentil avec elle, et puis arranger les choses, et voir que finalement, moi j'ai un exemple, une fois j'avais aidé quelqu'un que je ne connaissais pas à un déménagement, il était un peu rude, le courant n'était pas passé au début, je me suis dit, parce qu'il était stressé par son déménagement,
Et c'est devenu un de mes meilleurs amis par la suite. Mais le coup de son déménagement, je l'avais dit une fois d'ailleurs, il a dit oui, j'étais stressé par le déménagement, donc alors que je venais l'aider, je dis bon, en plus il a l'aider, et puis on se fait engueuler parce qu'on a reversé un truc. Oui, je crois que j'avais cassé quelque chose, et alors il m'a un peu crié dessus, et bon, je viens aider pour le déménagement, et puis c'était le coup du stress, tout ça. Parce que, vous voyez, parfois les gens vont réagir au quart de tour, il faut être zen. Ça prend effectivement, pas tout de suite réagir, se dire bon, ben, il a peut-être mal dormi, peut-être sa petite amie l'a quitté, ou je sais pas quoi d'autre. Bon, on lui trouve des excuses, quoi. Hein. Ça, c'est la pédagogie bouddhiste qui est très bien. Alors, les bouddhistes vont même plus loin, alors moi, je ne vais pas forcément aussi loin, mais pourquoi pas, puisqu'ils croient dans la réincarnation, ils disent il faut imaginer que la personne qui vous persécute, sans raison, il y a toujours, parfois, pas toujours, mais parfois des gens qui s'acharnent sur nous sans raison. Alors là, évidemment, on se dit, on a envie de se manger, on a envie de rentrer dedans. Parce qu'il n'y a pas de raison en plus qui s'acharnent sur nous. Et les bouddhistes nous disent, mais peut-être que dans une vie antérieure, c'est vous qui avez été méchant, et bon, c'est le karma. Bon, même si on n'y croit pas forcément, je veux dire, hein, pourquoi pas, je suis ouvert à la question, mais on n'a pas de preuve évidemment, ni que ça existe, ni que ça n'existe pas. Mais c'est une belle manière de voir les choses, de se dire, ah, bah, peut-être que même un enfant difficile, hein, un enfant qui est très difficile, qui s'acharne contre nous, des parents qui ont un enfant. Malheureusement, l'actualité brûlante montre que parfois ça peut aller jusqu'à la mort de l'enfant, hein, c'est complètement criminel, et ce qui est arrivé là récemment. Mais parfois, puis après les bouddhistes, ça peut être lié à des problèmes de karma. J'ai vu ça dans un très beau film chinois où finalement il y a une relation de mère et une fille très compliquée parce que dans une vie antérieure, la mère avait violenté la fille. Il y avait un nœud karmique à réparer. Quoi, voilà. Ça, les bouddhistes sont assez subtils pour ça. Donc ils vont encore plus loin dans l'amour, si je puis dire, l'amour de l'ennemi, c'est pas parce que c'est un ennemi, mais c'est parce que dans une vie antérieure, c'était peut-être nous l'ennemi, et donc cette idée du karma, quoi, finalement. Donc, la seule manière d'être sûr de ne pas se tromper, c'est de toujours aimer, quoi, de ne jamais abandonner, c'est ce que nous dit très bien Kierkegaard, je termine la petite conclusion, pas être trop long, parce que, voilà, terminé par Kierkegaard, grand philosophe danois du XIXe siècle et très grand philosophe sur l'amour, hein, qui a basé toute sa réflexion sur le chagrin d'amour, d'ailleurs, et la culpabilité amoureuse vis-à-vis de Régine de Seine. Il dit qu'en fait, on doit toujours continuer à aimer, il ne faut jamais être déçu par l'amour. Ça lui a coûté hein, de dire ça, parce que lui, à un moment donné, a été déçu, et puis finalement, après, il a recommencé à aimer, à essayer d'aimer. Il ne faut jamais être déçu de l'amour, parce que quand dans une relation amoureuse, on n'est jamais seul, on n'est pas non plus qu'à deux, on est toujours trois. Il y a d'une part l'homme et la femme qui s'aiment, par exemple, dans ce cas-là. Même après la rupture, il y a toujours l'amour. L'amour, avec un grand A, c'est Dieu. Et donc, l'amour nous aime toujours. Même si la personne qu'on aimait ne nous aime plus, ou que nous ne l'aimons plus, pour différentes raisons, ça arrive malheureusement, l'amour est toujours là. Et donc, on entend parfois des gens qui disent « Ah ben moi j'aimerais plus, ça fait trop mal. » Voilà. Bon, certains le disent et le font quand même, heureusement. Mais il y en a certains peut-être qui décident de ne plus aimer, de se contenter juste de relations comme ça, hein, de ne pas être seul, mais de vraiment aimer, qui ne veulent plus s'engager dans une vraie relation amoureuse. C'est un peu dommage, de mon point de vue. Bon, peut-être qu'il faudrait que ces personnes lisent Kierkegaard, quand même qu'ils le lisent et comprennent ce qu'il a voulu dire et soient d'accord avec lui. Mais pour moi, c'est une belle manière de voir les choses, c'est dire bah, l'amour, on est toujours à trois. Donc, même si un des trois termes disparaît, il y en a toujours deux qui doivent continuer à s'aimer. On peut toujours aimer l'amour, et puis espérer qu'on trouvera quelqu'un qui aime l'amour aussi et qui nous aime. On sera le meilleur représentant de l'amour à ses yeux. Voilà, tout simplement. On peut voir des choses, voilà. Mais je m'arrête là, puisque j'ai été assez long. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. Moi, je veux bien prendre la parole. Quitte à ce que je rebondisse, que je prenne la parole si je le juge nécessaire. Voilà, moi ma réflexion, c'est à sujet de ce que tu as dit au niveau de la famille. Les parents en Orient et les parents d'Occident. Je pense quand même que c'est un peu noirci, à mon avis, parce qu'au niveau d'Occident, je pense que bon, on a tous autour de nous, de la famille, des amis qui ont des vieux parents. Et j'ai l'impression, c'est pas faux ce que tu dis, mais il y a un nouveau, un changement de comportement au niveau des enfants par rapport aux parents qui sont des personnes âgées. Que moi, autour de moi, j'ai plusieurs amis qui ont cherché une solution, les prendre chez eux, je veux dire, aller très souvent leur rendre visite. Et je pense que c'est peut-être assez récent, hein. Mais il y a eu ce que tu dis en fait.
à une espèce d'indifférence entre les adultes et puis leurs parents, mais qui vieillissent, et il faut bien penser que nous, ce sera le cas un jour. Voilà. Est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça? Mais moi, je constate avec plaisir que, je veux dire, on les calcule un peu plus qu'avant. Voilà, c'est mon impression. C'est ce que tu as donné un très bel exemple de ce que j'appelle l'orientalisation de la famille occidentale. C'est peut-être lié un petit peu aussi aux circonstances, la crise, etc. Les jeunes, c'est très difficile au niveau du travail. C'est un peu le syndrome, on appelle ça Peter Pan aussi, mais il y a des bons côtés aussi. Les adolescents sont de plus en plus longtemps adolescents, donc ils restent aussi de plus en plus longtemps chez les parents. Donc du coup, ils trouvent un modus vivendi. Les parents font des efforts pour être plus cool. Quand il y a le petit copine, petit copain, ils sont moins stricts peut-être pour les sorties, tout ça. Les enfants aussi font un effort pour nettoyer, ranger leur chambre, faire la vaisselle, etc. Ils coopèrent parce qu'ils se disent qu'ils sont nourris, logés quand même. Donc le moindre des choses, c'est de participer aux tâches ménagères, etc. Il y a eu le film Tanguy qui montre ça, avec beaucoup d'humour. Et d'ailleurs, ce matin j'ai entendu une humoriste qui a l'air assez sympa, je trouve. Des sketchs qui sont pas mal, ça s'appelle Christelle, j'ai oublié son famille, ça en verra. Puis alors, elle faisait des blagues en chanson. Alors, elle disait qu'effectivement, elle prenait de la chanson de Sardou. Mes parents, à 18 ans, je peux dire, je pars sans fumer, sans alcool, c'était une chanson célèbre de l'époque, les 80, 70. Là, c'était la tendance à quitter les parents le plus vite possible. Vouloir faire sa vie, trouver son conjoint, son boulot. C'était possible dans les années 70, des transglorieuses. Chez mon frère, il est parti de la maison, pourtant juste à côté, dans le même, alors il avait toujours mangé chez papa-maman, mais il avait son chez lui, parce qu'il gagnait bien sa vie à 18 ans. À 18 ans, dès qu'il était majeur, il a dit « je pars ». Mais à 500 mètres, c'était un faux départ. Il avait son appartement, il faisait ce qu'il voulait, il fête avec les copains, les copines et tout. Voilà, pour son indépendance, il y tenait, il avait les moyens, tant mieux. C'était bien, et puis moi c'était bien aussi parce que j'allais parfois travailler chez lui, c'était tranquille, voilà, j'étais vraiment calme, tranquille. Mais c'était marrant parce que juste à 500 mètres chez mes parents. Pas mal, ouais. Et aujourd'hui c'est plutôt le contraire et les enfants restent de plus en plus. Alors elle a renversé la chanson en disant, au lieu de dire je suis venu dire que je partais, je suis venu dire que je restais, je suis bien avec vous. En chanson quoi. Je vous épargnerai la chanson parce que je suis pas très bon chanteur. Il a plu assez déjà, donc on va pas en rajouter. Mais de manière humoristique, non, mais tu as parfaitement raison, c'est en train de changer. Donc les relations entre enfants et parents deviennent plus chaleureuses et deviennent plus profondes, je pense, en Occident. Les sociologues en parlent très bien. Voilà. C'est comme les couples, il y a de plus en plus de couples qui malgré pour leurs enfants, restent ensemble, même s'il ne se passe plus rien. Il y en a de plus en plus, je pense. Ah oui, tout à fait. Ah oui aussi, pour les enfants, oui, ça aussi. Et ça c'est très Asie, ça se faisait beaucoup en Asie depuis toujours. L'Occident là, imite, à juste titre, un peu ce qui se fait en Asie, implicitement, par la force des choses. Tout à fait. L'enfant est devenu vraiment sacré, quoi, beaucoup plus en société. Enfin, certains diront parfois un peu trop, l'enfant roi, etc. Effectivement, c'est quelques dérives parfois, mais globalement, je trouve que c'est une bonne chose. Et les enfants aussi respectent plus les anciens, je trouve. Moi, je vois dans les bus, souvent, les laisser passer, ils sont très courtois. Souvent, on dit des choses qui sont fausses sur la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est franchement, elle est pas si mal. Elle s'améliore de plus en plus. C'est vrai, c'est noirci. Globalement, on noircit trop le tableau, parce que les jeunes. On a des jeunes bien quand même. Oui, tout à fait. Moi, je le vois avec mes élèves. Alors, c'est vrai que je ne suis pas dans les eaux de fin fond de la Seine-Saint-Denis, mais même là-bas, je pense que je trouverais des jeunes bien, finalement. C'est y faire, je pense. Oui. Alors, moi je voudrais déjà tout d'abord réagir sur la dernière chose que tu as dit, à savoir que même quand il n'y a plus la télé parce qu'il fait défaut, il ne vous aime pas en contrepartie, il reste la personne et l'amour. Donc deux. Sur les trois composantes, il en reste deux. Oui. Et que donc ça peut encore tourner, c'est un peu ce que tu as dit, oui. entre un être et l'amour. Mais moi je crois que justement, par rapport à ça, je suis en désaccord total avec toi. C'est-à-dire que, je veux dire avec honnêteté, parce que je pense qu'effectivement, dans le monde, surtout dans le monde dans lequel on vit, où les gens, à mon avis, manquent beaucoup d'amour, l'amour, c'est un peu la recherche du Graal. Il y a beaucoup de gens qui confondent justement le fait d'aimer l'amour et le fait d'aimer un être. Et pour moi, aimer un être, c'est cet être et pas un autre. Et c'est unique, c'est une expérience unique. Et peut-être qu'effectivement, au cours d'une vie, on ne rencontrera jamais d'être qu'on aimera autant.
que cet être-là si on l'a perdu. Et il me semble que l'amour, ça ne se décrète pas. Et on peut pas. Aimer l'amour, c'est pour moi un détournement. La limite, c'est quelque chose qui vient à la limite de notre culture. C'est-à-dire qu'il faut aimer, il y a cette injonction à aimer, comme tu l'as dit d'ailleurs, dans le christianisme, qui est une absurdité, parce qu'on ne peut pas aimer, dire ça ne se décrète pas, on aime ou on n'aime pas. Voilà, on ne peut pas dire aimer. Alors, aimez-vous les uns les autres, ça a un autre sens, évidemment, c'est pas s'aimer d'amour, c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire ne pas lui vouloir du mal, lui vouloir du bien, lui vouloir ce que nous on voudrait pour nous-mêmes, etc. Mais c'est plus de l'ordre de l'amitié que de l'amour conjugal. Et donc, moi je pense que voilà, donc, je repense encore à cette phrase terrible d'Oscar Wilde, que vous connaissez sûrement. L'amour est une romance grotesque où l'on commence par se tromper soi-même et on finit par tromper l'autre. Ah oui. Donc j'ai peur que malheureusement ça soit souvent ça, c'est-à-dire les gens sont tellement avides d'amour, ils aiment tellement l'amour qu'ils finissent par croire qu'ils aiment une personne donnée, alors qu'en fait ils ne l'aiment pas. Ils croient souvent de très bonne foi d'ailleurs qu'ils l'aiment, mais alors qu'en réalité ils font voilà, de toute façon ces personnes-là pour différentes raisons d'ailleurs qui ont trait et qui sont dehors de la psychanalyse à beaucoup de choses là-dessus. Hein, ouais, mais en quoi tu es en désaccord avec Jean-Luc? J'ai pas compris. Ben, je pense que, si tu veux, c'est une utopie de croire que quand on est seul avec l'amour, c'est la même chose pratiquement que quand il y a l'autre et puis qu'on aime réellement concrètement. C'est pas tout à fait ça que j'ai voulu dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut que je précise un peu parce que je suis passé un peu vite là-dessus. Et parce qu'on en vient à ce moment-là à aimer l'amour parce qu'on n'a plus personne en réalité. Non, mais c'est pas ça que tu as voulu dire, je pense. C'est pas tout à fait ça, c'est pas plus loin. C'est une idée chez Kierkegaard, c'est une idée que je reprends chez Kierkegaard, mais c'est vrai que je la partage. Oui. Comme je l'ai compris en tout cas, c'est l'idée que, bon, lui dans son cas, d'ailleurs il ne l'a pas appliqué, hein, je regrette qu'il n'ait pas appliqué sa propre idée. Il y a eu sa fameuse rupture avec la femme de sa vie, Régine Olsen, bon, il ne s'est jamais consolé, c'est-à-dire qu'il est resté seul toute sa vie. Donc il n'a pas appliqué sa propre devise d'ailleurs. De toute façon, il y a plein de paradoxes. Hein. Voilà. Mais l'idée c'était de dire qu'il faut que je reste dans l'amour, alors en attendant de trouver une autre femme, qui sera la nouvelle Régine, et Dieu sait s'il a eu des occasions de la retrouver, des femmes extraordinaires, qui sont allées vers lui et il s'est refusé à elle. Quoi, hein. Je trouve que là, il s'est trompé, il le dit lui-même qu'il s'est trompé. Donc c'est la disponibilité qu'on laisse pour qu'il y ait de nouveau un autre amour. Comme tu as raison, un grand amour, c'est irremplaçable quelque part. Mais de garder confiance dans l'amour, provisoirement, c'est une position provisoire. C'est ça que j'ai compris chez Kierkegaard. De rester dans une disponibilité pour l'amour, pas de se dire c'est fini pour l'amour, c'est la personne que j'ai aimée, la seule. Bon, c'est dommage. Après, ça peut être un choix. Certains vont entrer dans les ordres ou faire autre chose, ou donner un sens à leur vie, de l'humanitaire, etc. C'est bien aussi. Mais l'idée qu'il y a, c'est de dire rester disponible pour l'amour. Et d'ailleurs, il y a un philosophe proche de Kierkegaard qui s'appelle Ortega y Gasset, qui est espagnol, qui disait dans Dialogue sur l'amour, qui parle un peu de sa propre vie, il dit qu'en fait, c'est vrai, on ne peut pas aimer 36 Don Juan, il n'aime pas vraiment les femmes, c'est uniquement pour le plaisir, évidemment. Ah ben non. Et ça c'est clair, d'accord, c'est une évidence. Il dit que dans la vie d'un homme ou d'une femme, on peut aimer, mais lui il est contre l'idée de l'amour unique. Non, c'est un catholique, vous verrez, mais l'idée d'amour unique, il a divorcé d'ailleurs, mais il a aimé, il dit dans sa vie 3 ou 4 femmes qu'il a vraiment aimé. Oui, mais c'est lui. Ouais, je vois pas pourquoi on serait contre l'amour unique, quand je vois pas pourquoi on serait contre l'amour multiple. Il n'y a pas à être contre, ça dépend des cas. Voilà, chacun vit ses expériences. On a tous des vies ici différentes et un vécu différent. Tout à fait, mais c'est ce que je disais d'ailleurs. Tu vois, c'est ça qui me gêne un peu aussi, ces prises de position d'être pour l'amour unique ou pour l'amour. Ah non, moi c'était juste pour donner. Oui, non, mais je parle pas de toi, hein, c'est pas. Mais ça donne du sens que tu cites en l'occurrence, voilà, il y a une espèce d'idéologie, alors qu'il n'y en a pas en réalité. L'amour c'est personnel et c'est individuel, c'est pas. Oui, mais tout est personnel et tout est individuel. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut surtout éviter de tirer des lois générales ou des exhortations générales pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, ça me semble. Ah oui, c'est pas le cas là. Un égarement total, quoi. Moi, j'ai donné des repères. Après. Non, mais je ne dis pas ça pour Jean-Luc. Hein. Je dis ça pour les personnes qui citent, puisque en l'occurrence, ils me citent. Jean-Luc n'a pas pris position par contre. Oui, c'est plutôt les auteurs. Les auteurs qui citent, voilà, prennent position. Les auteurs, ils ont, oui. Après, comme ils sont auteurs, c'est un peu leur. Alors oui. Il y a un être indien, j'ai écrit le texte, qui dit quand on sait ramer
On peut prendre n'importe quel bar, et quand on s'est aimé quelque part, on aime. Oui. La personne, finalement, n'apporte pas tant que ça. Et aimer, ça s'apprend. Là, ça va bien dans mon sens, je trouve. Et ça va être un miracle. Oui. Donc c'est vrai qu'en général, en Occident, chaque fois que j'ai vu avec des Occidentaux, ça fait toujours le bien. Ah oui. Maintenant, c'est vraiment, oui, c'est vraiment effectivement pas du tout l'idée d'amour. Oui. Oui, parce qu'on est finalement, même si on n'est pas chrétien ou on est prisonnier un peu de nos références. Il y a un livre qui est très beau d'Arnaud L'idéalisation de l'amour unique, quelque part. Il y a un livre qui est très beau d'Arnaud Desjardins pour une vie réussie, un amour réussi.